Voici la une du tout dernier Charlie Hebdo qui est sorti hier. Une ironique évidemment, 2017, enfin le bout du tunnel. Je me tourne à présent vers vous, Frédéric Hainaut. On vient de le voir, les dons ont afflué par millions après les attaques. À quoi ressemble aujourd'hui la rédaction de Charlie Hebdo ? Alors regardez plutôt, souvenez-vous de cette une, tout est pardonné. C'était la une des survivants, le numéro des survivants, une semaine après l'attentat. Presque 8 millions d'exemplaires ont été vendus et le nombre d'abonnements atteint un pic, 260 000 abonnements pour Charlie Hebdo après l'attentat. Aujourd'hui, ça s'est un peu calmé, mais le journal enregistre de meilleurs chiffres qu'avant l'attentat. Environ 50 000 exemplaires vendus par abonnement et 50 000 exemplaires vendus en kiosque. Où se trouve Charlie Hebdo aujourd'hui ? Eh bien, c'est un grand mystère. Auparavant, Charlie Hebdo se trouvait 10 rue Nicolas Appert, dans le 11e arrondissement de Paris. Aujourd'hui, adresse tenue secrète, pour des raisons de sécurité, ultra sécurisés aujourd'hui, évidemment. Alors, Charlie Hebdo, aujourd'hui, c'est peut-être le journal le plus riche de France. Il serait à la tête d'un trésor de guerre de 10 millions d'euros. Tout cela est difficile à savoir. En tout cas, beaucoup d'argent dans les caisses de Charlie Hebdo, qui appartient désormais à RIS et à un directeur financier. Et puis, on peut noter aussi que des historiques ont quitté Charlie Hebdo. Patrick Pelou, l'urgentiste, Luz, le dessinateur, et enfin Zineb. Cet argent semble les avoir beaucoup divisés. Elle s'interroge sur la faculté de Charlie à continuer à porter le flambeau de l'irrévérence. Merci beaucoup Frédéric. Direction la maison de la radio pour le rappel des titres. A tout de suite. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée, une très belle nuit en notre compagnie. Nous aurons moins de nuages bas sur le sud-ouest et le nord-nord-est cette nuit, mais quelques brouillards persisteront sur la région centre, le Limousin, le Lyonnais et les vallées alpines. Des entrées maritimes sur la Côte d'Azur et la Corse et un vent toujours présent, Mistral 90 km/h en rafale, 80 km/h pour la tramontane. Dans le courant de la matinée, la luminosité sera belle, mais attention au brouillard givrant au-dessus de toutes les vallées, notamment la vallée de la Garonne, également au-dessus du Poitou, Charente, Limousin, Pays de la Loire et Bretagne. Dans l'après-midi, c'est le soleil qui l'emportera et une écharpe de nuages persistera sur les côtes de la Manche avec des brouillards à l'intérieur de la Bretagne. Mistral tramontane toujours présent, quelques entrées maritimes sur la Côte d'Azur. Vendredi matin sera une des matinées la plus froide de la semaine, car les températures se sentiront effectivement rafraîchies par cet air continental sec et froid qui arrive, issu d'une dépression sur les pays scandinaves, l'Europe centrale, qui descend donc sur les Balkans et l'Italie. Vague de froid sur ces pays qui effectivement va faire chuter les températures sur la France pour 48 heures. Donc vendredi matin, moins 10 à 3 degrés, avec des gelées un peu plus fortes en campagne. Dans l'après-midi, moins 3 à 10 degrés. Toujours beaucoup plus de fraîcheur dans le nord-est, le centre-est et le sud-ouest. Température légèrement au-dessous des normes de saison. Samedi, une perturbation pluvieuse arrive sur le nord du pays sur un sol froid. Attention aux phénomènes glissants sur les Hauts-de-France, l'Île-de-France, la Champagne et les Ardennes, avec quelques petites giboulées neigeuses. Toujours du froid samedi. Moins 4 à moins 5 degrés en moyenne du nord au sud, 4 et 5 l'après-midi. Et dimanche, radoucissement des températures, mais la pluie remplacera les petits flocons de neige. Toutefois, on en gardera sur les Vosges, les montagnes du Jura. 2 à moins 1 degré le matin, 6 et 7 l'après-midi. France Télévisions, l'INA, France 24 et Radio France, l'audiovisuel public rassemblé. Une nouvelle offre d'information en continu. France Info, l'info ensemble.
Il est minuit à Paris, vous regardez Paris Direct, bonsoir, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. La menace russe s'installe dans le débat politique aux États-Unis. Le chef du renseignement ainsi que le chef de l'Agence de sécurité nationale ont été entendus par le Congrès. Pour eux, cela ne fait aucun doute, Moscou est derrière le piratage de la campagne présidentielle. La ville côtière turque d'Izmir a été la cible d'un attentat. 2 personnes ont été tuées. Les autorités semblent privilégier la piste du Parti des travailleurs du Kurdistan. L'auteur de la tuerie d'Istanbul reste quant à lui introuvable. Cette fin de semaine porte en elle des commémorations. Il y a 2 ans, la France renouait avec l'horreur du terrorisme sur son territoire. 17 personnes perdaient la vie au nom notamment de la liberté d'expression. Le chef du renseignement américain ainsi que le chef de l'Agence de sécurité nationale maintiennent leurs accusations à l'égard de la Russie. Elle a, selon eux, initié des attaques informatiques lors de la campagne présidentielle. Ils étaient entendus par le Congrès qui espérait des détails. Axel Simon. Le bras de fer se poursuit entre le renseignement américain et Donald Trump. Devant la commission au Sénat en charge de faire la lumière sur le rôle joué par la Russie dans l'élection présidentielle, les chefs du renseignement ont confirmé que des hackers russes ont bien piraté des données du Parti démocrate avant de les transmettre à Wikileaks. Pour le sénateur John McCain, à l'origine de cette audition, ces agissements sont des actes de guerre. Et pour lui, il est urgent que les citoyens américains soient alertés. Chaque citoyen américain devrait être alarmé par les cyberattaques russes. Et nous ne sommes pas surpris que Vladimir Poutine pense qu'il puisse impunément mener des cyberattaques contre notre pays. Parce que dans le passé, il n'a pas hésité à envahir l'Ukraine, annexer la Crimée, piétiner les valeurs démocratiques européennes. Michael Rogers, le directeur de la NSA, et James Clapper, qui coordonnent les 17 agences américaines, n'ont pas fourni de nouveaux éléments. Mais ils ont maintenu leurs accusations. La Russie a clairement mené des cyberattaques agressives et des opérations d'espionnage. Elle a laissé filtrer les données volées par ces opérations et a ciblé des systèmes et des infrastructures. Des accusations qui ont mené la Maison-Blanche à sanctionner la Russie fin décembre, notamment par l'expulsion de 35 diplomates. Ces dernières semaines, de nombreuses dissensions sont apparues au sein du Parti républicain sur ces sanctions. Avec d'un côté ses partisans comme John McCain et Lindsey Graham, et de l'autre Mitch McConnell, le chef de file des républicains au Sénat, qui est clairement opposé. Donald Trump, lui, a toujours douté de toute intervention russe dans ce dossier. Fervent partisan d'un rapprochement avec Moscou, son scepticisme sur les services de renseignement l'a mis en porte-à-faux avec beaucoup d'élus républicains. La Turquie a une nouvelle fois été frappée par un attentat en la ville côtière d'Izmir. 2 personnes sont décédées dans cette attaque à la voiture piégée attribuée au Parti des travailleurs du Kurdistan. Les autorités turques recherchent toujours par ailleurs activement évidemment l'auteur de la tuerie d'Istanbul. Voici ce qu'il reste de la voiture piégée. Selon les premiers éléments de l'enquête, le véhicule blanc ici sur ces images de surveillance cherchait à forcer un barrage de police situé devant l'une des entrées du palais de justice. Après un court échange de tirs, l'un des assaillants a déclenché la bombe. Les terroristes auraient cherché à fuir avant d'être abattus par les forces de l'ordre. Un policier et un huissier du tribunal ont été tués. Plusieurs personnes sont blessées. Pour l'heure, l'attaque n'a pas été revendiquée, mais les enquêteurs semblent privilégier la piste des Kurdes du PKK. Selon le gouverneur d'Izmir, les terroristes prévoyaient une attaque bien plus importante. Sur les lieux près des terroristes morts, nous avons retrouvé 2 fusils AK-47, une grenade de type RPG-7, ainsi que 8 ensembles de munitions et des grenades à main. Peu après la déflagration, les autorités ont retrouvé un 2e véhicule piégé qu'ils ont fait exploser afin de le neutraliser. Selon l'agence de presse Anatolie, un 3e homme serait toujours en fuite. L'attaque intervient alors que les autorités sont toujours à la recherche de l'auteur de la fusillade du Nouvel An, qui a fait 39 morts dans une boîte de nuit d'Istanbul.
Les discussions de paix sur la Syrie sont entre les mains de la Russie, de la Turquie. Elles doivent se tenir dans un peu plus de 2 semaines à Astana, au Kazakhstan. Et même si celles-ci se font en marge de l'ONU, eh bien l'envoyé spécial pour le Syrie compte bien y assister, y participer, afin de mieux préparer la conférence de février organisée, elle, sous l'égide de l'ONU. Pendant ce temps, la guerre déploie son horreur, même si l'intensité des combats